Ce projet est réalisé par le réseau des femmes leaders pour le développement avec l'appui financier de Asian Action Fund Africa. Bonjour, bienvenue sur ce nouveau numéro de notre podcast qui porte sur la promotion d'une justice économique pour les femmes. On m'appelle Kojo Da Silveira, je suis spécialiste en communication et genre et je m'entretiens pour vous ce jour avec Madame Sonia Alowa Kenou. Avec elle, nous aurons à aborder les questions relatives à comment est-ce que l'on pourrait donner aux femmes les moyens de surmonter les obstacles découlant de leur double rôle de soutien financier et de prestataire de soins primaires. Madame Sonia, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, merci de m'inviter à cet entretien. Alors, est-ce que vous pouvez davantage vous présenter afin que tous ceux qui nous écoutent en ce moment puissent mieux vous connaître? On m'appelle Madame Sonia Alowa Kenou. Je suis consultante, formatrice, géographe, planificateur et juriste. Je suis titulaire d'un master en gestion des risques et catastrophes. Je suis formatrice en leadership et développement d'entreprises à l'université d'Abomey-Calavi. Secrétaire générale de l'ONG Famille, Nutrition et Développement dont le siège est à Golo-Djibé. On s'occupe de la promotion de la femme, la protection de la femme et de l'enfant en matière des violences faites aux filles et aux femmes. Au niveau de Rifonga Bénin, je suis la chargée des suivis et évaluations des projets et actuellement chargée de projet au sein du Rifonga. Je suis chef d'entreprise. Je suis dans la vente de la livraison en ligne des articles, des prêt-à-porter, des produits cosmétiques. Je vous remercie. Dites-nous, Madame Sonia, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des rôles importants que joue la femme dans nos sociétés? Merci. Je partirai simplement de la définition de ce que c'est qu'une femme. On peut la définir simplement comme un être humain, comme tout être, mais de genre féminin. Et à l'âge adulte, on parle de femme. Mais en adolescence, on parle de fille. Voilà, elle porte plusieurs casquettes, malgré sa marginalisation de la société, malgré tous les pesanteurs socio-culturels. Elle arrive à se démarquer à travers plusieurs rôles. Le rôle de la femme au foyer, en tant que mère, le rôle d'une femme peut-être dans le secteur industriel, le rôle d'une femme dans l'agriculture, le rôle d'une femme dans l'éducation, en tant que toujours mère et enseignante, à la maison comme au collège et dans les écoles, le rôle d'une femme dans les associations de femmes. Elle joue également un rôle dans la paix et dans la sécurité, dans le bien-être, en s'occupant de ses enfants en tant que mère, mais aussi en tant que un agent de santé. La femme, ce qui couronne le tout aujourd'hui, c'est la femme face à la mondialisation, la femme face au numérique, la femme face à l'Internet. Voilà autant de rôles, autant de compartiments, autant de paliers que la femme occupe. Donc elle est finalement incontournable. Merci. Alors Madame Sonia, quels sont les obstacles auxquels les femmes sont souvent confrontées si déjà elles jouent tous ces rôles-là dans notre société? Merci. Comme je l'ai dit plus haut, on parle des pesanteurs. La culture africaine, la culture béninoise, l'éducation béninoise qui inculque déjà à nos enfants, sans le savoir ou qu'on le sache, que la femme est un être inférieur. Voilà un poids qui pèse d'abord sur la femme et ce poids l'amène à se sous-estimer. Là, on parle des compétences de vie. La femme n'a pas souvent confiance en elle parce qu'elle a été souvent marginalisée. Elle porte en elle ce complexe d'infériorité qu'elle a peut-être nourri depuis l'enfance. Parce que ces pesanteurs, ces soucis, ces difficultés qui l'empêchent d'aller de l'avant sont des éléments qu'on acquiert depuis le bas âge à travers l'éducation, le milieu, l'environnement qui vous montrent que vous n'êtes pas pareil que l'homme. Voilà les choses auxquelles elle est confrontée. Il y a l'inégalité des sexes qui transparaît dans tout ce que je viens de dire. Il y a l'impunité. Quand la femme est en conflit avec un homme, déjà dès le bas âge, facilement, on a tendance à punir la femme et à laisser l'homme parce qu'on se dit, mais l'autre peut le faire, mais pas non. Autant d'éléments. Il y a l'insuffisance des ressources. La femme adulte, aujourd'hui, pour concilier les deux rôles de mère et de vie professionnelle, qui va dans le sens de la justice économique,
seule ne peut pas. Parce qu'elle ne porte pas les mêmes charges que les hommes. La femme a la charge de l'enfant. L'homme n'a pas la charge de l'enfant. Communément, dans l'éducation, c'est la femme qui s'occupe de l'enfant. Mais seule, elle pourra pas y arriver. Donc, il lui faut quelqu'un pour lui prêter la main forte. C'est en cela qu'on parle de manque de la ressource humaine. Et c'est un frein pour la femme. Le financement. Aujourd'hui, pour qu'une femme entreprenne quelque chose, elle a un souci de financement. Les hommes, les entrepreneurs, les banques n'ont pas autant de confiance en une femme qu'en un homme, malgré le fait qu'elle se bat, qu'elle montre qu'elle peut y arriver. Et le financement pose problème. Et le soutien du mari aussi, aujourd'hui, il faut que la femme, pour y arriver, il faut qu'elle ait le soutien de son conjoint. Voilà ces éléments qui sincèrement, freinent son élan à aller un peu de l'avant. Merci. Madame Sonia, vous êtes femme, vous avez certainement dû faire face à certains de ces obstacles-là. Alors, parlez-nous un peu de votre expérience, sinon de vos expériences en tant que femme dans la société. Merci. Comme on le dit, partir de quelque part, d'un point B, d'un point A pour aller à un point B, c'est beaucoup d'étapes, c'est beaucoup de sacrifices. Et moi, particulièrement, mes toutes premières expériences qui ont fait que je me suis heurtée à des choses, c'est quand je luttais pour avoir mes diplômes. J'étais mariée, je suis mariée toujours, j'ai des enfants. Et déjà après la licence, avant même de soutenir ma maîtrise, j'étais tombée grosse. Et ça, j'ai fait ma première fille. Je suis restée là, j'ai encore fait une deuxième fille. Et après, j'ai dit non, il faut que je soutienne ma maîtrise. Et là, j'ai commencé par lutter. Mais l'homme vous soutient, vous voyez qu'il vous soutient, mais on a l'impression qu'au fond, c'est pas exactement ce qu'il veut. Et il te dit, mais parce que pour faire le document, le mémoire, il faut aller montrer aux aînés, il faut aller montrer aux professeurs, voilà là où j'en suis, pour qu'on puisse t'orienter dans la méthodologie. Tu ne peux pas rester chez toi et le faire. Si tu écris, quoi que tu fasses, il faut aller montrer. Sortir, l'homme te dit, mais non, tu ne peux pas laisser les enfants et sortir. Tu fais comment? Et il te dit, mais c'est quand je serai là que tu vas partir. L'homme qui rentre à 22h, comment faut-il que tu y ailles? Mais là, j'ai eu la chance, par la grâce de Dieu, d'avoir une petite soeur avec moi. Elle était au C2. C'est finalement, je me suis appuyée sur elle, c'est elle qui restait avec mes enfants les mercredis quand elle rentre. Et puis je fais un saut, je vais à l'université. Ainsi de suite jusqu'à ce que je soutienne ma maîtrise. Et systématiquement, je me suis inscrite en master pour faire le master. J'ai eu la chance également d'avoir mon petit frère à côté en ces périodes-là. Cela m'a permis d'aller au cours. Mais malheureusement, en tant que femme au foyer, aussitôt je finis mon master, je suis tombée encore à nouveau enceinte de mon 3e enfant. Et bien, ça ne m'a pas empêché. Je me souviens, pour les travaux de terrain, j'étais enceinte et arrivée à Ginzela, j'ai travaillé à Thiers, mais à Ginzela, j'ai vomi. C'est des souvenirs, des parcours que j'ai eus. J'ai vomi et c'était pas facile. Mais j'ai continué. Et le maximum, le top des tops, c'est que j'ai soutenu un 8 janvier 2018. J'étais enceinte, j'étais pratiquement à terme. Et le samedi qui a suivi, j'ai accouché. Donc, c'est pour vous montrer l'état dans lequel j'étais quand je préparais mon mémoire de master. J'avais un gros ventre comme ça. Mais j'ai fait le stage, j'ai travaillé sur l'agroécologie, dans les fermes, dans les jardins. J'ai fait le repiquage, j'ai tout fait en étant enceinte. Et j'ai fait les mémoires, j'ai fait tout le trajet jusqu'au jour de la soutenance où les proches ont dit, mais dis donc, en ce temps-là, tu viens te présenter ici et il faut la laisser debout. J'ai un professeur qu'on appelle Jimmy Gaye qui a dit, mais il faut la laisser debout. Et même mon directeur de mémoire qui disait, non, qu'est-ce que tu crois? Tu penses que Sonia a un souci? Elle est plus forte que toi. Effectivement, je suis restée, j'ai fait 1 heure, 2 heures de temps debout, j'ai fini. J'ai eu la mention très bien. Voilà les conditions dans lesquelles j'ai suivi mon master. Et le samedi qui a suivi, j'ai accouché d'un garçon. Et juste quelques mois après, je me suis inscrite en thèse. Et voilà, c'est un combat. Pour être femme, à la fois mère, à la fois professionnelle, intellectuelle, c'est un combat. Et il faut beaucoup de détermination, beaucoup de volonté à ne reculer devant quoi que ce soit. Il ne faudrait pas que nos maris nous empêchent. Ils ne le font pas expressivement, non. Mais
Parfois, l'homme même ne sait pas ce qu'il veut. Il voudrait que tu ailles de l'avant, mais il ne voudrait pas avoir de faille chez lui. C'est à toi de gérer les deux. Voilà mon expérience jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas du tout été facile. Et rentrer dans le monde professionnel et devenir formatrice aujourd'hui à l'université ou dans les entreprises, les gens m'appellent pour dire viens donner telle communication. C'est un combat au quotidien. Tu ne dors pas parce que tu dois préparer les modules de formation. Tu ne fais pas de n'importe quoi parce que ton temps est géré et connu. Tu n'as pas, si tu veux vraiment évoluer, il faut se concentrer. Il y a un temps pour monter, il y a un temps pour se distraire. Quand vous mélangez les deux, vous n'avancez pas. La courbe décroît en même temps. Pour aller de l'avant, il faut se concentrer et mettre de côté certaines distractions. Et après, ça peut aller. Voilà mon expérience. Si j'ai bien compris, c'est que selon vous, le problème n'est pas les obstacles. Le problème, c'est d'abord la détermination, l'engagement. Et l'on peut réussir en tant que femme lorsque on est vraiment décidé. C'est ça, hein? Alors, madame, dites-nous alors... on entend souvent parler de femmes comme prestataires de soins primaires. À quoi fait-on vraiment allusion? Est-ce à dire que la femme est un agent de santé né ou bien de quels soins s'agit-il vraiment lorsqu'on parle de prestataires de soins primaires? La femme est née pour entretenir l'homme. De façon générale, l'homme quand tâche. La femme prestataire de soins primaires, déjà dès le bas âge, 5 ans, 6 ans, on te dit tu dois nettoyer ci, tu dois nettoyer ça, occupe-toi de ton frère, jusqu'à ce qu'elle grandisse. La femme prend soin de son environnement, de son cadre de vie. C'est un soin primaire. Elle prépare à manger, c'est un soin primaire. Elle entretient ses parents. À l'âge adulte, c'est un soin primaire. Entretenir le mari, c'est un soin primaire. Prendre soin de son corps elle-même, c'est un soin primaire. En utilisant des produits, tout ce qu'il faut pour paraître belle pour elle et paraître belle à l'égard des autres. La femme, comme je vous ai dit, c'est un être pluridimensionnelle, polyvalente, et sa science, elle est transversale. Elle fait tout à la fois. Elle est à la fois mère, à la fois enseignante, à la fois médecin, agent de santé, à la fois la femme de ménage. La femme, elle est transversale. Soins primaires, c'est les soins vitaux auxquels nul ne peut s'en écarter et vivre. Voilà. Quand on dit femme prestataire de soins primaires, c'est les soins d'aménagement, des soins de santé, les soins vestimentaires, tout ce qui est hygiène, assainissement, propreté lié à l'homme, la femme est là. Voilà comment elle fait ses prestations de soins primaires. Quels sont alors les obstacles qui affectent le double rôle de soutien financier et de prestataire de soins que joue la femme? Selon moi, monsieur le journaliste, le premier facteur qui empêche la femme dans cette double action de prestataire de soins primaires et en matière économique, c'est la gestion de son temps. C'est la mauvaise gestion du temps. Quand vous ne gérez pas bien le temps, vous n'allez pas du tout vous retrouver dans la prestation des soins primaires et vos activités économiques. Parce qu'aujourd'hui, si vous ne planifiez pas votre journée déjà au réveil ou soit à la veille, si vous ne savez pas ce que vous devez faire, vous allez rester là toutes les 24 heures à ne rien faire. Et là, vous perdez de votre temps, de votre énergie et la vision que vous avez peut-être pour vous ne sera pas atteinte. Les objectifs ne seront pas atteints. Au petit matin, quand vous réveillez, prenez un petit calepin, un stylo, dites-vous, ce matin je fais quoi? Ce matin je fais le ménage, je vais au boulot, ou bien je vais à ma boutique, je travaille, je quitte là, à telle heure je dois aider les enfants pour les activités à la maison, les exercices, je fais la cuisine et je fais une lecture ou bien j'écoute de la musique. C'est des choses qui vous rendent épanouie en tant que femme, la lecture, la musique. Parce que il y a quelque chose qu'on appelle la musicothérapie, ça aide beaucoup mentalement à évoluer et en écoutant la musique, vous êtes inspiré. Les choses vous viennent à l'esprit. Des activités, des choses vous passent à l'esprit, vous dites mais il faut que je fasse ci, il faut que chacun trouve son sens d'inspiration pour pouvoir poser des actes. Il y a la confiance, comme on le dit, l'estime de soi, la confiance en soi. En tant que femme, si tu ne sais pas que tu as de la valeur, si tu ne sais pas que tu as un plus à apporter à ton mari, là, tu vas te perdre, l'homme va se perdre et finalement il n'y aura pas de résultat. Il faut que, comme la Bible dit, vous êtes des aides, qu'on se retrouve réellement dans notre
rôle d'aide. Il y a certains hommes aussi qui nous marginalisent, qui ne voient pas qu'on peut leur apporter un plus. Et d'abord, moi je dis que c'est d'abord à la femme de démontrer qu'elle a un plus à apporter. Le souci, c'est que nous venons déjà dans le mariage avec les idées qu'on est sous l'homme, il va prendre soin de nous, il va s'occuper de nous, nous soigner, nous habiller. Non, c'est faux. Et quand on rentre comme ça, et finalement l'homme fait, il est fatigué à des moments donnés. Il hausse le ton et la femme perd les pédales. Et quand la femme perd l'équilibre dans son foyer, c'est pas bien. C'est là que les injures, jusqu'à ce qu'on commence les difficultés de couple. Voilà. La femme doit toujours être au taquet comme au premier jour. Tout ce qu'elle a fait pour attirer l'homme, c'est pas évident, c'est pas facile comme on le dit, mais elle doit avoir un côté, quelque chose où l'homme se dit, mais ailleurs, je n'aurai pas ça. S'il faut le soutenir dans son entreprise, ou s'il faut le soutenir au niveau de la belle famille, trouvons un coin, un schéma, quelque part où vous vous greffez en tant que femme. Et là, vous êtes incontournable. Malgré tout, il reviendra toujours. Dans certains couples, soit ils ont des activités communes comme le sport, ou quand on se chamale finalement le samedi ou le dimanche, on se retrouve autour du sport. D'autres, c'est au niveau du culte, au niveau de l'église, où on fait tout, mais tout le monde, le jour là, on doit aller à l'église ensemble, on fait tout, mais le jour là, on doit aller à la piscine ensemble. Il doit avoir un nœud, un point commun qui va vous rassembler à la fin de la semaine, ou bien dans la journée ou dans la semaine, qui pourra toutefois effacer à près de 80% toutes les divergences qu'il y a eu dans la société. C'est comme ça qu'on peut remonter. On va parler aussi des soins. Les soins primaires, de façon générale aussi, sont des facteurs qui bloquent. Oui, la femme qui se lève le matin doit faire le ménage. C'est un facteur qui bloque son ascendance. Mais si vous n'êtes pas stratège, si vous ne trouvez pas la stratégie de le faire, c'est là qu'il faut définir les priorités. Si moi je dois sortir de chez moi et qu'il n'y a personne qui va intégrer la chambre, je ne vois pas où est la nécessité que je balaie forcément avant de partir si j'ai d'autres obligations. Mais je peux laisser le balayage et faire le nettoyage, faire la vaisselle. Mais le soir quand je reviens, je peux balayer. Parfois, on ne se donne pas de priorités, on se dit on doit tout faire. Et on perd le temps et finalement l'essentiel est perdu au fait. Il faut classer les choses, même dans les ménages que nous faisons, il faut classer les choses. Si aujourd'hui, je dis, je dois faire la lessive ou la vaisselle, mais je dois savoir si c'est la lessive qui est ma priorité ce matin ou c'est la vaisselle. Au lieu de dire, mais je fais l'un avant l'autre et finalement, ce que je dois faire à midi, je ne le fais pas et l'homme revient et dit, mais tu n'as pas cuisiné. Mais la lessive que tu es en train de faire là, c'est ça, on veut manger. Là, il n'y a plus de priorité. Donc, c'est toujours à la femme de trouver le juste milieu pour y arriver. Alors, Sonia, parlant des obstacles liés à ce double rôle, est-ce que vous avez une histoire, une anecdote ou bien peut-être une expérience spéciale d'un proche ou bien de vous-même que vous pouvez partager avec nous? Tout à l'heure, vous avez déjà partagé votre expérience. Est-ce que vous avez l'expérience d'un proche que vous pouvez partager avec nous et dans le même temps nous dire si vous avez, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de ce que il faut avoir une inspiration. Est-ce qu'il y a une personne particulièrement qui vous inspire? Merci. J'ai la pédiatre des enfants. Elle est pédiatre. Elle est médecin. Elle avait son cabinet au niveau de Akbakba. Et elle est chef service, je crois, à Soulouléré. C'est une dame comme toute autre, malgré ce qu'elle soit professionnelle, à laquelle vous l'appelez pour une consultation, elle est disponible. Mais en même temps, elle a une famille, elle a un mari, elle a des enfants très âgés qui sont des étudiants, elle a des enfants aussi de bas âge. Je me demande comment elle arrive à concilier et la famille et le mari qui est tout le temps là ou en voyage, les enfants de bas âge, les enfants vraiment âgés qui voyagent tout le temps, le cabinet et l'hôpital. Et un jour, le jour où j'ai découvert que vraiment elle est une femme, comme on le dit, accomplie entre griffes. Elle était en pleine consultation avec moi, mon mari, avec les enfants. Quand on l'a appelée, on dit, mais maman, Laurie est en train de crier. Elle dit, hé, président, au Djedje Musée, les sida de Djetchobo Afibé. Je dis, mais docteur, vous cuisinez? Je dis, quoi? Je ne sais pas cuisiner. Mon mari va manger quoi? Mes enfants mangent. Je n'ai pas de domestique. Elle dit, c'est pas possible. C'est pas possible.
Et c'est là que on a commencé par discuter, commencé par échanger. Et elle m'a raconté comment elle a fait déjà, quand elle a fait le doctorat, la thèse au Sénégal, elle est revenue, elle s'est mariée. Elle a toujours concilié les deux rôles. Professionnellement, depuis plus de 8 ans, 10 ans, professionnellement, il n'y a pas de faille. Mais même quand vous voyez ces enfants, vous sentez que ce sont des enfants épanouis, heureux. Un mari qui est tout le temps en contact avec elle, où ils se chantent, ils écrivent les choses. Mais je dis, mais c'est possible d'être une femme purement professionnelle et avoir un foyer stable. C'est pas facile, mais c'est bien possible. J'ai aussi l'exemple de ma présidente, Léontine Idourou, qui arrive à concilier sa pharmacie. Elle est la responsable de la pharmacie Fidjosé, la pharmacie, sa famille, tous ses enfants qu'elle aide, et le social, le Rifanga qui est tout un réseau qu'elle gère. Ce sont des femmes braves qui peuvent travailler de 6 heures jusqu'à 6 heures à nouveau. J'ai fait l'expérience à ses côtés. Et elles sont infatigables, ces femmes-là. C'est pour dire que tant que vous avez le cœur, la volonté d'aller de l'avant, on y arrive toujours. Les obstacles, il n'y en manquera jamais. Jamais. Quoi que vous fassiez, les obstacles sont déjà là. Mais comment les contourner? Quelle est la stratégie? Il faut élaborer un plan stratégique pour y arriver. Voilà. Vraiment, c'est vous qui m'inspirez à vous entendre, Madame Sonia. Alors, quelle leçon peut-on tirer alors de toutes ces expériences que vous venez de partager avec nous? Quelles leçons pouvons-nous concrètement tirer? Avant ça, vous m'avez demandé ce qui m'inspire. Voilà, moi je suis motivatrice conférencière et à l'université, j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, il y a 3 choses. Il y a un cercle qu'on appelle un modèle limité. Il y a 3 choses pour atteindre votre vision ou vos objectifs. Il y a d'abord votre mindset, votre mentalité, votre force intérieure, votre détermination, être convaincu que ça là, je peux le faire. Il faut être d'abord convaincu, c'est la première des choses. Après être convaincu, il faut avoir la motivation. Ce dont vous parlez, c'est ce qui vous inspire, l'inspiration quotidienne. Quand vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas réussir. Il doit avoir quelque chose, ou au lever du matin, ou quelqu'un. Quand vous vous rappelez, me dites, mais pour telle personne, je le ferai. Pour mes enfants, il y a des mamans qui le disent, juste pour mes enfants, ça là, je vais y arriver. Il y a des enfants qui le disent, mais pour ma maman qui a tant souffert, j'aurai ce diplôme-là pour ma maman. Je le ferai pour mon professeur quand j'étais étudiante. Moi, j'ai constaté à mon niveau que les motivations varient à chaque étape. Depuis que j'étais enfant, j'ai eu un exemple, une jeune fille, une jeune dame qui travaillait tout le temps, toute belle. Elle était choriste, elle chantait, elle a une belle voix, mais elle travaillait également. Je dis, mais quand je prie, mais Seigneur, donne-moi la chance d'être comme elle, de ne jamais échouer jusqu'à ce que j'ai mon bac. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai tenu. Quand je suis arrivée à l'université, il y a Madame Guédégbé, au niveau du département de la géographie. J'ai dit, ça c'est une femme enseignante à l'université. Ah, je vais être comme elle. Sincèrement, si vous n'avez pas des modèles, vous ne pouvez pas avancer. Et à chaque fois que je viens au cours, mon espoir, ma vision, c'était d'être comme cette femme-là, enseignant à l'université. Et aujourd'hui, je ne dirais pas que le rêve est réalisé, parce que je n'ai pas encore soutenu ma thèse. Mais là où j'en suis, je remercie Dieu. Et ce n'est pas des choses qui viennent au hasard. C'est des choses que vous mûrissez, que vous nourrissez. Des années plus tard, je peux être invitée et donner des formations à l'université. Et quand je fais le point, je dis, mais c'est un rêve qui est en train d'être accompli. Et la troisième chose, c'est la stratégie. Voilà, vous êtes convaincu que vous pouvez le faire. Que vous pouvez faire votre licence, avoir votre maîtrise, créer votre entreprise. Vous avez la motivation. Quand vous pensez à papa, chaque matin, je dois y aller. Quand vous pensez à maman, c'est ma source de motivation. Je veux aller. Vous êtes inspiré par vos collègues, vos amis, les aînés. Si vous ne trouvez pas la stratégie, vous allez beau nourrir cette envie de réussir, mais vous n'allez pas y arriver. Avec qui commencer? Par où commencer? Il faut réfléchir. Moi, je voulais commencer. J'ai dit pas qui commencer. J'ai vu qui était proche, qui peut m'aider. J'ai vu qu'il y a un professeur qui était un monsieur très ouvert, sans ambiguïté. Depuis la première année, j'ai commencé à travailler avec lui, le professeur Le Jogo Allé. Je me suis rapprochée de lui. Et voilà, j'ai dit, mais j'ai telle chose au propos de telle chose. J'ai dit, mais allez, vas-y, fais-moi voir ce que tu as dans le ventre. Et voilà comment je suis rentrée dans le monde universitaire. Donc, la stratégie compte. De ces 3 éléments, si quelque chose manque,
vous ne pouvez pas y arriver. Jamais. Votre mentalité, votre source de motivation, la flamme qui vous réveille chaque matin. Aujourd'hui, pour moi, ce sont mes enfants. Quand je pense à mes enfants, je me dis, ouais, mes enfants doivent être fiers de moi. Quand ils pensent à leur mère, ouais, ça, c'est ma maman. Ça, aujourd'hui, c'est ma motivation. Et à chaque étape, ça peut varier demain. À chaque étape, ça varie chez moi. Et voilà. Et la stratégie, c'est pas à tout le monde qu'on expose ces projets, non. Trouvez qui peut vous aider. Qui est dans le secteur qui peut vous faciliter les choses. Et ayez 1000 codes à vos actes. Réfléchissez dans tous les sens. Ne restez pas focus sur une seule activité ou bien sur un secteur. Aujourd'hui, moi, je suis très polyvalente. Je suis environnementaliste, je suis dans les études d'impact, je suis dans la formation, je suis dans le commerce, je suis dans le cosmétique. En plus des soins primaires que j'ai l'habitude de faire chez moi, vous voyez la femme prestatrice ou prestataire de soins primaires et en même temps dans le rôle économique, dans la posture d'une femme capable de produire de la richesse à travers les chiffres d'affaires que je fais dans mon entreprise. Voilà, on peut toutefois les concilier. Et quelques leçons, comme je l'ai dit au début, c'est la volonté d'y arriver, la source de motivation. Chaque jour, je fais le point et essaye de capitaliser sur les 24 heures d'hier à aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai gagné? Moi, pendant 2 ans, je l'ai fait. Et ça a marché. Pendant 2 ans, la veille, vous capitalisez vos efforts, vos acquis de la veille à chaque jour, chaque lendemain. Et c'est là que la lecture forme beaucoup. À travers la lecture, la capitalisation des forces en tant que femme n'est pas quelque chose où vous allez prendre de l'argent et aller acheter. Non, vous vous ressourcez dans ce que les autres ont déjà fait. La lecture, ça aide beaucoup. Comme on le dit, si vous voulez cacher des vraies choses aux Africains, c'est dans les livres. Tout existe, tout est déjà fait. Il faut juste en inspirer pour créer son monde. Et pour les entrepreneurs, comme je le dis, mieux vaut créer un système que de créer un emploi ou de créer une personne. Quand vous n'êtes pas là, le système peut fonctionner. Même quand vous voyagez, le système peut fonctionner. Quand vous créez votre entreprise, vous vous asseyez dedans. Vous n'êtes pas un chef d'entreprise, non. Ça, c'est l'auto-emploi. Quelqu'un qui ouvre sa cabine, elle est assise dedans, c'est de l'auto-emploi. Tu ouvres ta cabine, tu y restes quelques mois, tu trouves quelqu'un et tu en crées d'autres cabines. Tu en crées d'autres, mais quand le système génère des fonds. Donc, c'est pour dire la diversification des activités. La force émotionnelle, ah oui, ça c'est un gros point. Moi, je suis quelqu'un, c'est pas que je me vante, mais la force intérieure, j'essaie de l'équilibrer. Si à l'intérieur vous êtes faible, vous ne pouvez rien donner à l'extérieur. Quelqu'un qui veut être leader, quelqu'un qui veut entreprendre, qui veut être solide, ne vacille pas dans ses émotions. Quelle que soit la situation, vous tenez très bon. C'est-à-dire, ne paniquez pas. Quand vous paniquez pour de rien ou pour un petit mal, vous êtes... Il y a le ciel est tombé sur ma tête. Ah non, il faut apprendre à soutenir les gens, à avoir le cœur très dur et très fort pour aller de l'avant. L'autodiscipline. Venir ici, c'est vrai, j'ai pris rendez-vous, mais si je ne dis pas avant midi, je dois être là, je peux faire tout le temps et venir à 17h. Quand vous voulez réussir en tant que femme, ça ne marche pas. Pour faire le bain de l'enfant, vous n'avez pas le papa ne vous donne pas un calendrier. C'est vous qui vous dites à 8h, à 9h, mon enfant doit déjà finir son bain. C'est l'autodiscipline. Je me dis à midi, déjà à 12h30, le repas doit être fait. C'est l'autodiscipline. Si vous ne cultivez pas ça, non, ça ne marche pas. En famille comme en entreprise. En tout, l'autodiscipline est le socle de la réussite. Quand vous dites telle heure, essayez de rester dans la marche. Savoir choisir et connaître, choisir le moment pour réagir. C'est pas tout le temps qu'on réagit. Non, la culture du silence, c'est important quand on veut réussir. Il faut être au maximum au calme, la sérénité, la tranquillité. Quelle que soit la situation qui vient vers vous ou quelque chose qu'on dit, mais vous avez créé un truc, vous avez fait quelque chose, si vous ne vous retrouvez pas, restez dans votre coin. Ne réagissez pas au moment où les gens vous attendent. Non. Vous restez sereine, calme. Les gens vont parler. Peut-être des mois, ils vont vous provoquer, ne dites rien. Mais quand vous sentez le besoin de parler maintenant, tout le monde au calme vous parle. Mais quand vous parlez au même moment que les autres, on a l'impression que vous êtes en train de vouloir convaincre les gens. Non, parce que vous êtes déjà convaincu de qui vous êtes. C'est là le travail qu'il y a à faire au niveau des femmes. La femme doit être convaincue de qui elle est, de ce qu'on dit. Si ce qu'on dit ne te ressemble pas, sois au cas elle aime. Stable. Et ça fait parfois que certains hommes vous fuient. Vous fuient quand vous êtes une femme trop sereine, les gens vous fuient. Mais quelqu'un qui a le courage de vous étudier
c'est que c'est pas parce que vous êtes sournois ou parce que vous êtes diabolique. Non, mais c'est parce que vous savez qui vous êtes et vous savez réellement qu'il ne faut pas agir là où les gens vous attendent. Voilà, comme on le dit, il n'est pas bon de réagir tout le temps. Non, il faut choisir le bon moment. Et je pense qu'en matière de leadership, on parle de la loi du sacrifice. Il n'y a rien qu'on puisse réaliser sans le sacrifice, sans la souffrance, sans être privé de beaucoup de choses. Si nos jeunes sœurs pourraient comprendre cela, les réseaux sociaux c'est bien, mais il y a 1 heure pour le faire, il y a 1 heure pour étudier, 1 heure pour lire, 1 heure pour être créatif et germer les idées, mettre les idées en terre et les voir grandir. On va passer tout notre temps sur Internet. Si ça vous rapporte de l'argent, tant mieux. On ne va pas passer tout le temps sur les réseaux sociaux. Non, ça ne sert à rien si on a des objectifs à atteindre. Cela dit, être femme, jeune femme, c'est avoir une vision. Il y a beaucoup, on leur demande, madame, quelle est votre vision du mariage? Le mariage, pour moi, se marier, faire des enfants, et puis non, ça s'arrête là. Bon, voilà sa vision. Mais au-delà du mariage, vous n'avez rien à apporter à la société. Non. Ayez votre vision. Inscrivez vos objectifs bien smart et chaque jour que Dieu fait, réalisez une activité, un pas qui va dans le sens de la concrétisation de vos objectifs. Si moi j'ai pour objectif d'avoir le master, si je ne sais pas qu'il faut avoir la licence, tant pis pour moi, je vais battre tout le temps dire mais je vais être titulaire de master. Tu n'as pas encore fait la licence et tu parles de master. Donc chaque jour que Dieu fait, faites un pas dans le sens de réaliser, de concrétiser, d'atteindre votre objectif. Voilà, quelques conseils. Merci. Très intéressant, Madame Sonia. Et alors, quels sont donc les moyens dont les femmes disposent, sinon dont les femmes ont besoin, quels sont donc les moyens dont les femmes ont besoin pour surmonter les obstacles découlant de leur double rôle de soutien financier et de prestataire de soins primaires, de façon succincte? Merci, de façon succincte. Il faut se connaître en tant que femme. On parle du développement personnel. On parlera de la planification, on parlera du renforcement de capacités. Dans tous les sens, la femme doit se faire former. On parlera de la création de la richesse à travers les petites et moyennes entreprises, les activités génératrices de revenus. On parlera également des dépenses. La femme doit limiter ses dépenses. Elle doit trouver des techniques pour mobiliser les fonds, pour faire tourner ses entreprises et essayer, comme on le dit, de rester elle-même, de rester naturelle, malgré tout ce qu'elle aura à apprendre, à recevoir plutôt comme renforcement de capacité, de ne pas perdre sa nature de femme humble, de femme honnête, de femme naturelle, et ne pas tomber beaucoup trop dans la dérive de tout ce qu'on observe aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Si les femmes ont besoin de moyens, qui peut alors donner ces moyens aux femmes? En premier abord, c'est d'abord elle-même. C'est d'abord toi en tant que femme. C'est à toi de t'offrir les moyens d'y arriver, d'aller te faire former. Aujourd'hui, on ne parlera plus des formations diplômantes, même si on en a besoin, mais des formations qualifiantes, des formations professionnelles. La femme doit se doter de tous ces moyens, doit tous les jours se renforcer, être au parfum de désinformation. Aujourd'hui, comme on le disait, on disait qu'on est à l'ère de l'industrialisation. Non, aujourd'hui, ce n'est plus ça. Nous sommes à l'ère de l'information. Quand vous n'êtes pas informé, quand vous n'avez pas l'information, la vraie, et au bon moment, vous n'avez rien. Donc, la femme peut se faire coacher. Et qui peut lui offrir tous ces moyens? Elle-même. Les institutions comme les organisations non gouvernementales, les associations, en partenariat avec d'autres partenaires à travers des projets et des programmes, peut-être les banques pour des financements, le soutien de la famille, du conjoint, du partenaire, quelques amis. Voilà autant de personnes, autant d'amis que nous disposons, sur qui nous pouvons compter. Mais tout part de nous-mêmes. Quand vous n'exprimez pas l'envie, le désir d'aller de l'avant, les gens ne pourront pas vous aider. Donc ces moyens sont disponibles à mon coût. Il s'agit juste de se mettre au travail pour avoir de bons résultats. Et le piège, c'est qu'en tant que femme, on ne se donne pas l'obligation de résultat. Quand on commence quelque chose, on ne sait pas là où ça finit. C'est un piège. Il faut se donner l'obligation de résultat. Ce que j'ai commencé, quel est le résultat? Quelle est la finalité? Si vous ne commencez pas à faire attention, vous saurez que peut-être j'ai jamais eu de résultat. Ça veut dire que vous n'avancez pas. Et désormais, il faut faire attention aux résultats. Merci. Est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen
de leur faciliter la tâche. Je veux parler des femmes pour avoir à leur disposition ces moyens-là. Il y a une manière de leur faciliter la tâche ou bien... Aujourd'hui même, quelle est la manière de leur faciliter la tâche? D'abord parce que les organisations, elles le font déjà si bien à travers des projets. Et moi, je ne cesserai jamais de lui dire, c'est d'abord la femme elle-même. C'est à elle de ressentir le besoin d'y aller. Elle peut demander de l'aide aux organisations. Elle peut taper à la porte de telle organisation. Je voudrais telle chose. Je ne sais pas si vous êtes dans ce domaine. Vous pouvez m'aider, vous pouvez m'accompagner. Voilà. Les organisations aussi peuvent organiser. Ils peuvent faire des appels à recrutement ou bien organiser des recensements ou des enregistrements des femmes qui ont envie d'aller dans tel secteur. Quand vous lancez un truc comme ça, les femmes vont peut-être s'inscrire si elles sont intéressées. On veut vous former sur, je sais pas, l'internet, le numérique. Mais telle organisation comme la FRD voudrait former 20 femmes sur le numérique. Comme ça, on peut les aider. Elles donnent leur nom et puis on organise des séances de formation, des séances de coaching, en quoi que ce soit. Voilà peut-être un moyen pour venir au secours des femmes. Et ce qui est un peu compliqué, c'est la femme rurale. La femme rurale a tellement de défis. D'abord, le défi de l'alphabétisation, qu'on ne cessera jamais assez de relever. Et la femme, déjà à la citadine, a beaucoup plus d'atouts. Elle, tout ce qui lui reste, c'est la volonté, la détermination. Par contre, à la femme rurale, il faut vraiment qu'on aille à son secours, qu'on aille à son aide. Elle a déjà toutes les capacités en tant qu'une femme mère, en tant qu'une femme productrice, qui prend des initiatives. Maintenant, il faut les accompagner. Alors, quelques conseils, très rapidement, quelques conseils aux femmes qui nous écoutent, à l'endroit des femmes qui nous écoutent en ce moment. Je dirais, en tant que femme, développer la force intérieure que vous avez. Parce que toutes les femmes savent qu'elles ont un potentiel, une flamme qui brûle en elles, qu'elles utilisent à tort et à travers. Asseyez-vous et fédérez vos forces intérieures pour créer quelque chose de nouveau. Et quand l'homme verra, ça va l'attirer. Aujourd'hui, tout homme aime ce qui est nouveau, ce qui est innovant. Que la femme ait l'esprit de l'innovation. Ne restons pas à la maison à regarder la télé du matin au soir. Non, même dans ça, on peut dire, je fais ci, je fais ça, juste pour apporter de l'innovation à la chambre, juste pour apporter de l'innovation à la maison, juste pour apporter de l'innovation dans un secteur économique, de la famille ou je sais pas, de l'entreprise. Merci. Alors, Madame Sonia, pour finir, est-ce que vous avez un plaidoyer? Avant ça, je dirais à toutes les femmes d'être humbles. Restez humble et restez belle. Veillez à ce que votre conscience ne vous dérange pas. Parce que moi, particulièrement, si votre conscience vous dérange, quoi que vous entreprenez, il y a cette peur d'échouer. Même si vous échouez, c'est pas grave. Ayez l'humilité en toute chose. C'est comme ça que les hommes pourront vous aider. Si vous ne les respectez pas, vous ne pouvez pas aspirer à aller à un niveau très élevé. Mon plaidoyer sera à l'endroit de l'Institut des femmes qui vient d'être établi, où à la tête nous avons notre honorable Madame Claudine Fuldencio. C'est de tout faire pour identifier ces femmes qui luttent déjà dans tous les secteurs et les conduire, les aider à avoir beaucoup plus de visibilité, à avoir des résultats dans leur entreprise. Parce que, comme on le dit, les femmes, il y en a. Mais il y a d'autres qui se battent, qui luttent dans les campagnes comme dans les villes pour montrer que la femme peut y arriver. Voilà, il faut qu'on les soutienne pour beaucoup plus de visibilité et faire voir ce qu'elles sont en train de créer, peut-être au niveau des 4 murs de leur maison. Voilà, merci. Ce projet est réalisé par le réseau des femmes leaders pour le développement avec l'appui financier de Eugène Hasson Fund Africa.